Bonjour, bienvenue dans Mobility TV. Et s'il y a bien quelque chose qu'on constate aujourd'hui en concession, c'est que les acheteurs potentiels d'automobiles n'y comprennent plus rien. Et d'ailleurs, ils ne sont pas les seuls puisque les professionnels de l'automobile non plus. Donc ça arrange bien les choses. Nous sommes avec Jean-Luc Brossard. Bonjour, vous êtes directeur recherche et développement à la fameuse PFA. Bonjour à Guillaume Crunel, de chez Deloitte, et bonjour à Bernard Julien, maître de conférence à Bordeaux, spécialiste de l'automobile. On a successivement, au 1er janvier, je parle sous votre contrôle, une nouvelle réglementation en ce qui concerne le CO2 et les normes, je ne sais plus où on en est, la Euro 6B, je crois, c'est ça? C peut-être, oui. Voilà. Et quelques mois plus tard, deux nouvelles normes qui vont à nouveau tout changer. Comment se fait-ce, monsieur docteur? Non, bah là, on n'est pas responsable en fait de l'orientation et du calendrier réglementaire. Il est clair que ce calendrier n'est pas un avantage. En fait, le passage au WLTP était quelque chose qui était nécessaire. Ça oui. Dans ça, le but, je pense qu'on en convient tous. De donner une meilleure visibilité sur la réalité des consommations des véhicules mis en vente. Le passage de NEDC à WLTP est quelque chose qui a été déjà douloureux. On l'a vu déjà, il y a eu des pertes de volume lors de l'homologation à l'été. Et on voit que la difficulté qu'ont les réglementaires à se figer sur une solution fait qu'on ne sait plus très bien où on en est. Donc en fait, les modes de calcul sont différents, que ce soit corrélés, non corrélés. Et donc on a des difficultés avec trois types de calculs qui vont être faits en particulier pour les malus. Un jusqu'au 31 décembre, un au-delà au premier trimestre, et puis un qui va arriver au second trimestre de l'année prochaine. Mais pourquoi ne pas s'abstenir de ce nouveau calcul au premier trimestre en se disant on va arriver tranquillement à celui qui sera définitif, on l'espère. Non, on est au deuxième ou au troisième trimestre. Que acteur de préconisation et de recommandation, on n'est pas acteur de la décision. Donc c'est vrai qu'on regrette. Si vous avez quand même l'ombre d'une explication de cette chevauchée de tableaux de normes. Alors, c'est l'absence c'est la volonté de toujours mieux faire et l'absence en fait la volonté de mieux faire. Oui, en fait. Vous voulez dire de mieux embêter les gens et voilà. Encore. La réalité, c'est qu'on sera 100% WLTP sur valeur mesurée, on n'aura plus de problème. Donc on a une phase transitoire qui est l'ordre de 2 ans. Après, on fait depuis le début qu'on a. Alors ça, c'est important ce que vous dites parce que tout le monde n'est pas au courant. On ne sera pas au 1er janvier au 100% WLTP. Alors expliquez-nous à combien de pourcents on sera et comment est-ce que ça avance? Non, je sais pas en pourcentage. Pas. Non, je sais pas. En fait, je voudrais pas dire de bêtises, mais en fait, on est dans une logique où on fait pour l'instant des calculs prévisionnels de telle façon à recalculer en fait le WLTP corrélé. En attendant, Bernard Julien, et ça a été dit, ça va changer. En quelques mois d'à peu près 30%, c'est-à-dire que j'invente, mais une voiture qui sera autorisée à circuler à 100 grammes de CO2, dans quelques mois elle sera autorisée à 130, donc on n'y comprend plus rien. Oui, alors ce qui se passe techniquement, si vous voulez, c'est que aujourd'hui on n'est pas capable de coter tous les modèles en fonction de ce qu'elles émettent en WLTP. Donc la phase transitoire dans laquelle on va se trouver dans le calcul des bonus-malus sur le premier trimestre. Alors pour l'instant il y a une petite incertitude pour savoir si ce sera 1er mars, 1er avril. Le 1er avril serait drôle. C'est la question de savoir quand est-ce qu'ensuite, qu'est-ce que ça va donner ensuite, quoi. En gros, le WLTP, ça veut dire que tous les équipements sont cotés et que tout ce qui était optionné devient impactant sur l'émission. Le toit ouvrant, les gens, le type de pneumatique, etc. Et donc ça veut dire que quand on est constructeur et qu'on essaie de concevoir un catalogue qui passe le WLTP, on est en difficulté pour savoir exactement à quelle sauce on sera mangé. Et évidemment, du point de vue commercial, on est aussi en difficulté pour savoir quand est-ce qu'il faut vendre tel modèle, quoi. Et donc il y a une espèce d'embrouillamini, si vous voulez, dans lequel se trouve et le client et le concessionnaire et les directions commerciales ou marketing pour savoir comment est-ce qu'ils doivent concevoir des catalogues, parce qu'évidemment c'est relativement impactant sur les prix de vente, sur les marges qu'on réalise, etc., quoi. Donc en gros la sécurité juridique que peut légitimement demander un constructeur, il ne l'a pas, et on lui demande à la fois d'être sérieux et puis de bricoler, quoi. C'est ça, on bricole. Guillaume Crunel, vous bricolez pas chez Deloitte, vous faites des études très très sérieuses et des études prévisionnelles. Est-ce que le marché automobile ne risque pas de s'effondrer
au premier semestre, parce que les gens vont se dire, de toute façon, il y a une nouvelle réglementation qui arrive, on va pas acheter de voiture maintenant, c'est se tirer une balle dans le pied. Alors, ça peut être l'inverse. Oui, non mais ce qui a beaucoup été dit par les observateurs, c'est ce que je viens de dire, c'est que ça va être plus tolérant ensuite. C'est plutôt bon pour les ventes de fin d'année, mais ça c'est la première chose qu'on peut dire. Après, les ventes s'effondraient à cause de ça, très clairement. Je le pense pas. Maintenant, ce qui risque de se passer, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qui aujourd'hui pèsent sur les ventes automobiles et sur l'avenir des volumes automobiles à vendre sur les 3 prochaines années de manière globale. Il y a quand même un certain nombre de marchés qui peinent. Il y a une incertitude économique globale. C'est pas quelque chose qui vient dans le décor et dans les concessions favoriser l'écoulement des véhicules. C'est clair qu'on est face à des industriels qui ont besoin de visibilité, ils demandent que ça en fait sur le fond, le temps de développer correctement dans un univers réglementaire compris, et qui depuis un certain temps, c'est vrai, ont de mauvaises surprises et doivent s'ajuster de plus en plus rapidement, avec comme conséquence un dialogue commercial et un discours vis-à-vis du consommateur final qui devient de plus en plus compliqué. Donc évidemment tout ça rajoute un environnement qui n'est pas obligatoirement extrêmement favorable aujourd'hui. Et justement, la filière, aussi bien vous que le CNPA, vous observez ça, vous observez les professions automobiles diverses, les constructeurs, et on dit souvent justement, les constructeurs les premiers, que les politiques publiques mettent un pistolet sur la tempe des constructeurs en disant il faut downsizer, alors on suit, on essaye tant bien que mal de faire des moteurs, et on est un peu dans une ère où on construit des moteurs intermédiaires avant le tout électrique en fait. La problématique, je pense que c'est pas au législateur de dire quelle solution technique il faut appliquer. Donc le premier, c'est à qui alors ? C'est la neutralité technologique. On se donne un objectif de neutralité carbone 2050, comme on l'a fixé au moment de la COP 21. C'est quelque chose qui est recevable et que tout le monde comprend et que tout le monde travaille. Après, la solution technique pour y arriver, il faut laisser les ingénieurs le droit de concevoir et de le faire. Donc il faut bien regarder, et il faut regarder en plus avec le temps nécessaire à regarder tous les impacts, qui peuvent être des impacts technologiques sur l'environnement, des impacts d'analyse cycle de vie qu'on évoquait tout à l'heure, des impacts sociaux, des impacts sur l'ensemble des compétences mises à disposition. C'est quelque chose qui, dans la vitesse en fait dans laquelle est réagi actuellement les différentes normalisations, font qu'on n'a pas le temps de faire ces bonnes analyses. Et donc il y a le président de la CEA actuellement, qui est Carlos Tavares, se dit bien attention, vous n'avez pas fait toutes les études d'impact qui vous permettent de garantir que les orientations qu'on prend sont les bonnes solutions. Ouais, mais alors quelle est la réponse justement du législateur là-dessus ? Et j'allais vous poser une autre question qui est l'ingénieur peut pas non plus tout décider en disant moi je vais faire une voiture avec des normes à 300 grammes. L'ingénieur peut pas tout décider, mais la chose qui est réelle, c'est que la physique c'est la même pour tout le monde. Ouais. Donc si on a un raisonnement physique qu'on sait bien expliquer, on sait bien expliquer les conséquences que ça aura. Après le temps, le délai, on parlait tout à l'heure du délai de développement. Le délai de développement pour une nouvelle norme sur un moteur, donc une calibration et autres, c'est des choses qui sont longues, qui nécessitent des validations, et c'est plusieurs années. Et pas 3 mois. Je vous rappelle qu'au contrat qu'on a signé le contrat stratégie de filière, donc c'était le 22 mai 2018, on a bien précisé qu'on demandait à avoir un délai minimum entre deux révolutions normatives au moins de 5 ans. Le délai dans l'automobile, c'est des délais longs. C'est pour ça que les ingénieurs font de la prospective, un travail toujours à 10 ans. C'est-à-dire que les premiers modèles qu'on conçoit globalement sortent 10 ans après, quand on est en avant-projet. Donc il faut absolument avoir cette possibilité donc d'avoir du temps et ne pas avoir... si on prend le WLTP, en fait, les réalités des normes WLTP, on les a eues qu'en 2017. Et après, il fallait être homologué 1 an et demi après. En fait, il a fallu attendre un scandale pour avoir une réalité de WLTP aussi. Le problème, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'il y a eu un scandale. Il y a des gens qui ont triché, il faut appeler un mot comme il est, et malheureusement, ça a fait perdre de la crédibilité au secteur. Et donc, il faut redonner, en fait, justement, de la neutralité dans les approches et de l'objectivité. Par rapport à ce que dit Jean-Luc Brossard, Bernard Julien, est-ce que l'État, c'est tellement difficile à moi de dire ça, mais est-ce que l'État lui-même fait du car-bashing ? Non, je pense qu'effectivement, l'épisode 2015, l'épisode du Volkswagen Gate, si vous voulez, est extrêmement traumatique, et qu'il y avait une espèce de confiance ou de connivence entre la puissance publique et les constructeurs. C'était vrai en Allemagne, c'était vrai en France, etc., qui s'est rompu. Et que un certain nombre d'associations du type Transport et Environnement, qui étaient écoutées de très loin autrefois, sont aujourd'hui au cœur du jeu.
Donc il me semble qu'il y a aujourd'hui une espèce de réelle pour les politique, défenseurs de pâquerettes, et puis maintenant on les écoute un peu. C'est ça. C'était des gens qui étaient considérés comme des marginaux, qui avaient à peine à être entendus, qui aujourd'hui sont vraiment au cœur du jeu politique. Et c'est vrai que tout d'un coup, quand vous discutez avec des politiques qui traînent dans ce monde-là depuis 25 ans, ils vous disent les constructeurs, au fond, ils nous ont toujours baladés, et on s'en est aperçu à bien des égards avant 2015, mais depuis 2015, on en est convaincu. Et du coup, effectivement, il y a une espèce de difficulté pour la filière à se faire entendre sur des arguments solides, qui sont les arguments sociaux, qui sont des arguments de délai, etc., qui sont liés à cela. Et donc, je pense qu'il y a une vraie complexité pour la filière à faire valoir ses intérêts. C'est vrai pour les salariés, c'est vrai pour les établissements, c'est vrai pour les constructeurs, et c'est vrai que quand on regarde ce qui s'est passé depuis 2015, quand on regarde ce qui a été décidé en 2018, à l'automne 2018, c'est-à-dire les moins 37,5 à horizon 2030, eh bien on s'aperçoit que on a considéré qu'on ne pouvait plus écouter les constructeurs et qu'il fallait leur imposer ce qu'ils ne voulaient pas choisir eux-mêmes. Donc les constructeurs se sont tirés une balle dans le pied en trichant. Et l'État ne fait pas du car bashing. Il y a quand même un papier dans le Canard enchaîné aujourd'hui qui indique qu'il n'est pas exclu que d'autres que Volkswagen aient triché. Ouais, bon, mais de toute façon. Et donc on reste de toute façon sur ce. Enfin, politiquement, les constructeurs peuvent pas se faire entendre, quoi. Non, et donc il y a une vraie difficulté qui est indéniablement là, quoi. Et c'est vrai à droite, c'est vrai à gauche, et il n'y a pas besoin d'être écolo pour aujourd'hui être anti-constructeur, quoi, très clairement. Non, je pense que c'est totalement vrai. Il y a une sorte de rupture de confiance, ou en tout cas une rupture dans la manière dont, je dirais, État et constructeurs font front commun, puisque il faut pas faire d'angélisme. Aujourd'hui, on est sur des logiques de plaques françaises, européennes, dans une compétition qui est mondiale. Donc la vraie réalité, elle est quand même comment on fait front avec ces constructeurs dans une compétition globalisée. Et il y a quand même ça qui est en jeu derrière tout ce qu'on raconte, et les objectifs qui sont légitime. Aujourd'hui, il y a un flottement qui est clair, qui est dommageable, parce que... À ton point de vue, oui, parce qu'on niveau de l'État, au niveau des constructeurs, au niveau de la clientèle. Mais on parle d'environnement, et ces objectifs sont importants, mais enfin, c'est de la responsabilité sociétale et environnementale. Ce côté sociétal, c'est quand même une filière, ce sont des sous-traitants, ce sont des gens qui travaillent dans les usines, c'est toute une structure de la distribution. Quand on bouge ces choses-là, il faut le faire en faisant toutes les études. Il faut savoir quand on veut aller d'un point A à un point B, quelle est la bonne distance. Donc on est allé trop vite, on n'a paniqué. Je pense que parfois le temps du politique n'est pas le temps de l'industriel. Ça a toujours été une réalité. C'est pas parfois. Non, moi il me semble qu'on a mis les bœufs de l'électrique avant la charrue de la filière. Et du coup, on est en train aujourd'hui de bricoler. Pourquoi pas pour les raisons qu'on a indiquées pas que 2015. Pas que 2015 avec le. Effectivement, ça a accentué, mais l'électrique était déjà là. Et on le sait tous autour de cette table, il y avait un constructeur français qui portait ça, et donc il fallait l'encourager. Après, il y a eu un jeu, effectivement, qui est habituel en Europe, qui est les Allemands ont décidé, enfin en tout cas il y a un Allemand qui s'appelle Volkswagen, qui a décidé que ce qui lui permettait de rendre sa stratégie chinoise et sa stratégie européenne compatible, c'était l'électrique. Parce que la Chine demandait l'électrique, il s'est mis, il a changé de préférence, si vous voulez. Et au lieu de... En un instant, disons, en une année, quoi. Contexte, oui. Et aujourd'hui... Une année, c'est ce que j'appelle un instant dans l'industrie automobile, Bernard. Et aujourd'hui, quand on entend certains Allemands parler à Bruxelles, on se demande si c'est Berlin qui parle ou si c'est Pékin qui parle, très clairement. Et effectivement, la neutralité technologique, ça devient un enjeu industriel très lourd pour la France, parce qu'aujourd'hui, la voie électrique à batterie est une voie qui est très clairement préférée par Volkswagen, et dont on se demande si elle sert ou non les intérêts de la France dans ce jeu-là. Donc Volkswagen, c'est le trend de tout le reste des constructeurs, c'est ça ? Aujourd'hui, vous avez un discours qui est très homologue chez Volkswagen, chez Transport Environnement et en Chine, quand même. Il faut savoir que c'est pas tous les constructeurs allemands, parce que c'est pour ça que je dis Volkswagen. J'étais en réunion avec le VDA, donc on est très très proche de nos homologues allemands, et en fait l'ensemble des Allemands en fait sont plutôt dans une logique justement de défendre la neutralité technologique et de faire attention, parce que on a tous en fait des objectifs énormes en fait en termes d'électromobilité, parce que maintenant le train est parti. Il faut savoir que pour atteindre les 95 grammes de CO2, il faudra des voitures électriques, et il y aura des produits de voitures électriques. Dans le monde, il y a 120 modèles de voitures électriques qui vont sortir l'année prochaine. Donc il va y avoir des modèles. Il faut que l'écosystème s'accompagne, c'est-à-dire que l'infrastructure soit en place.
que les coûts et les bilans économiques soient en place, que l'environnement, le calcul environnemental et l'impact environnemental de cette techno soient en place, et il faut que les clients l'acceptent. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion dernièrement de rouler en voiture électrique, mais c'est de l'aventure aujourd'hui encore. Donc, c'est l'aventure dans quel sens? C'est pour la recharger? Pour la recharger, vous n'avez pas les mêmes modes de paiement dans les bornes. Moi, je suis un mauvais exemple, parce que quand j'utilise une voiture, c'est quand je ne travaille pas. Donc, je prends le week-end, je pars en week-end, je vais sur autoroute. Quand vous roulez sur autoroute... si vous faites 1000 km à chaque fois, évidemment, ça va être compliqué. Donc, vous êtes dans un contexte où vous n'avez pas le même usage aujourd'hui avec votre voiture électrique, qui est plutôt un usage pendulaire, hein, très bien adapté pour du domicile-travail, que pour un usage polyvalent et de voyage en fait itinérant. Et donc quand vous prenez le même usage aujourd'hui, vous avez un manque de possibilités de charger rapidement, de charger... Ça, sans faire de généralité, parce que je déteste ça, il y a toujours de la difficulté dans n'importe quelle transition. Oui, là c'est la rapidité, la transition au début, dans les années 1900, il y a eu une énorme difficulté entre le cheval et la voiture à moteur. Oui, la seule différence de la transition dont on parle, c'est que là il va falloir passer d'une moyenne, je ne sais pas quelle est la moyenne européenne, elle doit être entre 118 et 120 grammes aujourd'hui CO2, à 95 dans un an. Pour l'instant. Voilà. Ouais. Et donc ce ne sera possible qu'avec une transition à marche forcée. Faut pas se l'interdire, faut se le dire. Guillaume Crunel. Je pense qu'il y a des calculs qui sont faits. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez à peu près 2% du mix à peu près qui part en électrique. Si vous voulez atteindre les 95 grammes à l'horizon qu'on a évoqué, alors suivant le mix, suivant les marques, mais c'est x3, x4, x15 pour certains. Donc c'est un autre monde. C'est un autre monde en un an. C'est un peu ça qu'on est en train de dire. Mais ça, l'acceptabilité, on a beaucoup progressé là-dessus. Moi, je mettrais un petit bémol là-dessus, parce nous, on étudie ce genre de choses. On pose la question tous les ans sur une étude qu'on fait. Ce qu'on remarque, en France et dans la majorité des pays européens, il y a un shift qui s'est fait dans les 2 dernières années. Quand on pose la question, quelle sera la motorisation de votre prochain véhicule, il y en a plus de la moitié maintenant qui disent que ça ne sera pas du thermique conventionnel. Ça sera autre chose. Et donc là, on a quasiment 10 points qui ont bougé en un an en France, c'est énorme. Donc il y a quelque chose qui se passe. Sauf que quand on leur demande qu'est-ce qu'ils pensent acheter, ils disent on va plutôt acheter de l'hybride et pas de l'électrique. C'est-à-dire que quelque part, l'acceptabilité de l'électrique tel qu'il a été évoqué là est toujours un souci. Et les personnes voient toujours l'hybride comme un engin de transition évident. Donc oui, il y a une acceptabilité qui augmente. En même temps, quand on regarde les chiffres de vente de ces derniers 12 mois, on s'aperçoit que l'hybride rechargeable, qui était présenté comme une solution plutôt raisonnable, intermédiaire, progresse plutôt moins que l'électrique à batterie. Donc en fait, il est très difficile de se faire une conviction de ce qui peut se passer sur le plan des marchés. La vraie question, c'est que les évolutions des marchés, c'est quelque chose de très sensible. On est dans des volumes qui restent très très faibles. Le nombre de voitures électriques vendues en France aujourd'hui, à la fin de octobre, c'est 34, 35, 36 000 voitures. Il faut rappeler que l'objectif qu'on s'est fixé au niveau de la filière à la fin du mandat du président actuel, c'était 1 million de voitures, dont 600 000 pures électriques et 400 000 PHEV. Et on parle de dans 2 ans. On disait qu'on aurait 100 000 bornes de recharge publiques avec un certain nombre dans 2 ans. On n'en a que 28 000 aujourd'hui. Enfin, on disait aussi que Emmanuel Macron ne serait jamais réélu. Enfin, ne serait jamais élu. Réélu, je m'avance beaucoup. Lapsus révélateur, on verra en 2022. Ce que je veux dire, c'est que le rythme actuellement sur cette transition n'est pas encore au niveau où il devrait être. Parce qu'on parle de 2022 et on dit 100 000 pour 28 000. Oui, mais là, j'étais en Allemagne. Vous avez en offre à peu près rien. Donc on ne peut pas juger le marché. Elles vont changer. C'est pas un problème d'offre, les offres vont arriver. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a énormément d'offres. Puisqu'on parle du produit, et je reprends l'exemple que vous avez pris sur les bornes de recharge, comme quoi c'est compliqué, etc. Le PHEV, l'hybride rechargeable aujourd'hui, franchement, c'est un gadget, quoi. C'est très très compliqué de se dire j'ai une voiture, il faut que je la recharge, mais c'est que 30 km d'autonomie. Mais 30 km d'autonomie, moi je fais un tour de périph' et c'est fini. C'est-à-dire qu'il faut recharger tout le temps. Dans des cas particuliers, une grande partie des clients en fait qui font du pendulaire, ce que j'appelle du pendulaire, c'est généralement du domicile-travail, font moins de cette distance. Ils font 30 km, ils rechargent dans 2 endroits.
au moins. Oui, mais... Et beaucoup de gens, et vous le savez aussi bien que moi à la filière, oui. achètent des véhicules hybrides parce que ce sont des véhicules de société, il n'y a pas la TVS dessus, il n'y a pas la carte grise. Donc, oui. et ils continuent à rouler à l'essence, donc c'est finalement une mauvaise combine. Ça reste l'objectif de la problème de l'optimisation. Le problème de l'hybride rechargeable... Je pense qu'on va faire un jour un chapitre de Mobility TV sur l'optimisation, parce que là, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Fiscal ou écologique? Oui. Mais l'hybride rechargeable, c'est une bonne solution à partir du moment où la voiture est rechargée. Et la problématique qu'on a, moi j'avais fait des études, mais je pense que t'en as aussi, mais la problématique des études, moi j'avais plus de 55% des gens à qui on avait interrogé sur un panel de 3000 personnes qui étaient réticents à devoir brancher une prise, que ça soit électrique ou hybride. C'est le fait de prendre quelque chose dans son coffre, de mettre un fil qui dépasse, d'avoir les mains sales, là, ainsi de suite, ils étaient réticents. Moi j'étais réticent à avoir une adresse email en 1995. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous êtes dans une progression de prestations, il y en a qui sont réticents, mais une fois que vous avez la prestation, vous l'appropriez. Il y a toujours toute une logique sociétale. On dit on a des early players et puis un certain nombre de choses et ça se déploie. Là, la problématique qu'on a, on est dans des prestations qui sont moins bonnes. Et donc l'acceptabilité, l'approche acceptabilité est différente. Pourquoi vous dites moins bonne, c'est un jugement Parce de valeur? que, non, quand vous allez à Pékin, vous voyez tous les fils qui traversent, c'est esthétiquement, c'est pas super. Au niveau sécurité, c'est très dangereux, et ainsi de suite. Si vous allez devoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous devez aller maintenant de Paris à Lyon et vous partez d'ici, vous savez que vous n'allez pas avoir la même facilité que de le faire avec une autre énergie. Je vous conseille le TGV, c'est 2 heures. Oui, mais il faut aller à la gare de Lyon avec les tracteurs. Oui. Il y a 80% des voitures qui font moins de 2 trajets de plus de 300 km par an. Après, il y a un problème culturel. C'est vrai qu'il faut savoir, c'est qu'on dimensionne notre objet de mobilité à l'usage exceptionnel. Il y a quand même 100% des voitures, pratiquement, ou 98% qui ont 4 places, alors qu'on n'est pas à 4 places. C'est pas optimal quand même comme affaire, quoi. Non, mais c'est une question de moyens. Là, c'est l'aspect sociétal. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas les moyens. Quand vous êtes aux États-Unis, vous savez que je reviens d'un constructeur automobile qui vendait des voitures dans le monde et qui étaient plutôt des voitures assez chères. Quand vous êtes aux États-Unis et que vous avez les moyens, vous avez un gros SUV pour aller à la montagne, vous avez un pick-up pour vous déplacer le week-end, vous avez votre Ferrari si vous avez envie de vous faire plaisir. C'est des gens qui gagnent pas le SMIC, on est d'accord. Oui, mais il y en a beaucoup. Sur certaines zones. Oui, donc c'est quand même un exemple pas très représentatif. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a la possibilité, les gens adaptent leurs moyens à l'usage. S'il n'y a pas la possibilité, vous recherchez de la polyvalence. Une voiture, quand vous avez la possibilité de n'acheter qu'une voiture, elle doit vous faire à la fois le domicile-travail et 30 km qu'on fait habituellement, mais elle doit faire aussi la fois où vous faites 200 km. Après, vous avez un constructeur qui fait aussi mais il y en a plusieurs, de l'hybride non rechargeable, c'est-à-dire la voiture qui se recharge, l'hybride classique. Bon, et d'ailleurs, il cartonne rien que pour cette technologie-là. Il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, avec les ingénieurs et avec les analystes aussi, c'est les normes, c'est avant tout, principalement, toujours et encore le CO2. Est-ce que on va plus ou moins évoluer? On parle beaucoup de la nuisance des particules fines, comment est-ce que c'est évalué? Est-ce que, pour reprendre l'image des poupées russes, est-ce qu'on va avoir un WLTP 1er janvier, puis ensuite un autre, puis ensuite un autre, puis ensuite un autre? Parce qu'on va rajouter tout plein d'éléments polluants qui n'ont pas été pris en compte jusqu'à présent, à juste titre. C'est toute la difficulté quand on parle d'analyse cycle de vie, on ne parle pas que du gaz à effet de serre. On doit parler des acides, on doit parler à la limite des déchets nucléaires, on doit parler de l'eau, de l'usage, et ainsi de suite. Donc il faut regarder l'ensemble des sujets. Aujourd'hui, si on parle environnement, on parle de 2 choses. On va parler de la diminution, donc pour lutter contre le réchauffement climatique, des gaz à effet de serre, et donc principalement du CO2, et on va parler de la pollution locale, de la qualité de l'air en ville, et donc on va parler d'autres sujets qui vont être à la fois des particules, des NOx, et un certain nombre de choses. Sur ces sujets-là, il y a eu des efforts considérables, et en 10 ans, en termes d'émissions de particules entre un objet de mobilité d'il y a 10 ans et un objet de mobilité aujourd'hui, c'est 600 fois moins. Donc, 600 fois? Ah oui. C'est le chiffre 600 générique. Et donc, entre guillemets, 600%. Entre guillemets, la volonté qu'on a, c'est qu'il y a eu des actions fortes pour lutter contre ces sujets-là. Vous avez vu apparaître des filtres à particules, plus ou moins efficaces, mais les derniers sont très très efficaces. Après, il y a aussi des petits malins qui font du défapage. Enfin bon, il y a des tas de... C'est du NOx trap qu'on appelle. Oui, NOx trap. Voilà. Tout a un anglicisme. Mais là, c'est pour le NOx, mais au filtre à particules, au niveau des particules fines aujourd'hui, que ça soit, il y a quand même un effort qui a été fait. Aujourd'hui, c'est plus le problème.
Après, au niveau des NOx, il y a quand même eu un effort avec la mise en place des systèmes catalytiques, de DSCR et ainsi de suite. Donc on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Vous partagez cet avis, Bernard Julien et Guillaume Prunel? Moi, je pense, si vous voulez, qu'il y a eu un cycle où on a été, en 97-98, avec les accords de Kyoto, complètement obsédé par les gaz à effet de serre, et ça a conduit à la voie diesel. Et à ce moment-là, on a un petit peu oublié NOx, particules, etc. Après, il y a eu un retour vers ces polluants-là qui a conduit jusqu'au choc de 2015. Et aujourd'hui, on a une norme WLTP qui est très sérieuse sur les deux catégories d'émissions, à la fois sur le CO2 et sur les NOx et particules. Donc ça nous borde un petit peu. Et puis évidemment, quand on en a mis du temps. Quand on dit véhicule zéro émission, c'est effectivement a priori, en tout cas pour le véhicule lui-même, très intéressant sur le plan des polluants locaux. Et puis c'est quand même plutôt convaincant sur le CO2, à condition évidemment qu'on ait, si c'est de l'hydrogène, une production d'hydrogène un peu propre, et si c'est de l'électricité, qu'on ait une production électrique un peu propre, ce qui n'est évidemment pas garanti en l'état actuel des choses, ni en Chine, ni en Allemagne, ni même en France. Moi, j'aime pas quand Prunel secoue la tête comme ça. Généralement, c'est mauvais signe. Mauvais signe. Non, mais honnêtement, il est clair qu'il y a des gros efforts qui ont été faits, et c'est toute la compréhension qu'il peut y avoir entre les filières et puis ces régulateurs sur le sujet. De grosses choses ont été faites. Maintenant, le problème de l'époque, c'est qu'on la regarde, on est obligé de regarder tout de manière systémique. C'est-à-dire qu'on peut plus regarder simplement ce qui sort du pot d'échappement. Faut regarder d'où l'énergie vient, comment elle a été produite. Si je suis en Pologne, c'est pas la même chose que si je suis en France ou en Chine. Donc finalement, tout le monde a raison à un moment ou à un autre quand on regarde les impacts de manière systémique. Maintenant, il y a quand même un certain nombre de réalités. La première réalité, c'est que ça va sûrement pas aller en s'améliorant. En tout cas, l'étreinte va sûrement pas aller en se desserrant avec le temps. C'est quand même une certitude. Et puis la deuxième, c'est qu'il faut savoir un certain nombre de choses. C'est que quand on bouge, on dépense de l'énergie, on frotte, ça chauffe. Si c'est pas le moteur, c'est les freins. Les particules, il y a une bonne partie qui vient du freinage en ville aussi. Et du métro, et du RER. Donc, la question, elle est plus de quelle est la trajectoire en essayant de la donner de manière la plus stable et permanente. Pour autant, le zéro émission en tant que tel, c'est une autre histoire. Par contre, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne en compte au niveau de l'empreinte environnementale. On ne peut pas parler de mobilité sans parler de l'énergie. Et donc, il faut, si on veut un système décarboné de mobilité, il faut que l'énergie soit décarbonée ou d'énergie renouvelable. Et on ne peut pas parler de mobilité et d'acceptance client s'il n'y a pas l'infrastructure qui permet et s'il n'y a pas l'offre. Donc il faut, on est complètement dans le système, mais il faut de l'énergie propre, entre guillemets, pas quasi propre à mon avis, il faut qu'on se fixe l'objectif d'être propre, des objets qui permettent de rouler avec ces énergies propres, et après des infrastructures qui permettent de se déplacer. Et respecter la neutralité technologique, puisque ça a été justement votre argument. Merci beaucoup Jean-Luc Brossard, merci beaucoup à vous Guillaume Prunel et Bernard Julien d'avoir été avec nous dans Mobility TV.